Et donc, aujourd'hui, c'est pour écouter un vieux routier, un intellectuel, quelqu'un qui se fait toujours passer pour un simple militant, le doyen de la faculté de droit d'Alger, le premier président d'Amnesty International, et un proche de Hossein Eid Ahmed, proche du premier cercle du FFS. Mais Sir Majid, c'est un électron libre. Il était député de l'Assemblée avortée, victime du coup d'État de 1991. Et Sir Majid ne s'est jamais proclamé, revendiqué son droit à cette légitimité députée. Non, au contraire. D'ailleurs, beaucoup ne savent pas que Sir Majid était député en 1991. Sa modestie, son engagement font de lui ce qu'il est. Moi, mes camarades de Riposte Internationale, nous vous exprimerons notre respect pour votre parcours. Vous êtes un aîné, notre aîné. Vous êtes un pionnier de cette opposition, de ce rêve algérien. Une Algérie plurielle, démocratique, mais aussi, je salue votre modestie parce que votre parcours, il mérite bien d'autres ouvrages en dehors de ce que vous avez écrit. Mais juste pour vous saluer, vous souhaiter longue vie, mais c'est un immense honneur d'être là avec Majid Ben Cheikh à l'âge de 87 ans. Il milite encore, il est du camp du peuple. Je vous demande d'applaudir ce grand monsieur. Et donc, avant de passer la parole à Majid Ben Cheikh, il ne va pas monopoliser la parole, soyez sûrs. Il y a le témoignage d'un ami à lui, d'un des conseillers de Hossein Eid Ahmed, mais aussi d'une grande personnalité, un juriste, un militant, Tahar Khalfoun, qui a tenu à nous envoyer un témoignage. Tahar Khalfoun qui connaît suffisamment assez Majid Ben Cheikh. Donc ce témoignage va être lu par notre ami Amirouche Bouzid. Et je salue notre ami Lila, et à partir de cette seconde, moi je m'éclipse, je deviens un élément, un membre de Riposte parmi les gens qui assistent à cette réunion. Applaudissez très fort, c'est Majid Ben Cheikh. Merci. Et le livre que nous célébrons aujourd'hui est la vie d'un grand homme qui est en face de nous, chemin de vie, qui nous rappelle une grande dame, Fatma Abdelsoir, histoire de ma vie, qui, par son vécu, par sa souffrance, a su célébrer en nous cette force de vie, cet engagement, cette résistance culturelle qui fait vivre la Kabylie, qui fait battre le cœur de l'Algérie. Alors, pour ce livre, je reprends essentiellement un passage de chemin de ma vie que je voudrais partager avec vous. Vers 23h, Hossein Eid Ahmed me dit qu'il vient de recevoir un appel du général Nazar, ministre de la Défense, qui me demande de venir discuter avec lui. Eid Ahmed souhaite ma présence à cet entretien. Je pars donc vers minuit au ministère de la Défense avec lui et deux autres responsables du FFS, Rachid Halat et Jamal Ben Sba. La seule demande d'un tel entretien pendant la nuit démontre la survenance d'événements graves. Aucun d'entre nous ne doute désormais du coup d'État. Le général Nazar me reçoit dans son bureau au ministère de la Défense. D'emblée, Hossein Eid Ahmed parle des réactions des populations et des États étrangers qui ne manqueront pas après ce coup d'État. Khaled Nazar, visiblement très agité, conteste immédiatement qu'il y ait un coup d'État pour lui. Chedli a démissionné. La discussion a duré environ 1 heure.
j'ai parlé une seule fois pour demander au général Nzar quelles sont les dispositions qui ont été prises pour que les droits humains, individuels et collectifs soient respectés. Et cette question de M. Majid Bensir résume en elle seule toute la démarche et toute la philosophie et toute la ligne politique du FFS authentique. Et merci. Je donne la parole à M. Majid Bensir. Salam alaikum, bonjour à tous. Vous savez, pour dire la vérité, quand on fait l'éloge de ce que j'ai pu faire, je suis toujours un peu gêné parce que moi, je n'ai jamais pensé que c'était aussi grand ou aussi beau. Je l'ai fait parce que je pensais qu'il fallait faire quelque chose. Et le plus souvent, ce n'était pas tout seul que je faisais ça, c'était avec tous les autres qui étaient avec moi. Donc c'est le premier aspect. Je vous remercie évidemment, je remercie Ali, je vous remercie tous les deux, je remercie Tahar Felfoun qui est un ami. Je vous remercie d'être venu pour cette occasion. Mais franchement, je n'ai jamais pensé que c'était extraordinaire. Et je pense encore aujourd'hui de cette façon. Pour moi, ça a été fait parce que les circonstances, les conditions dans lesquelles je vivais et vivaient les miens, déjà à partir de mon village, appelaient à ce qu'on fasse ce que j'ai fait. Autrement dit, c'est quelque chose que j'ai inscrit dans la normalité des choses. Alors, une petite correction aussi de ce qui a été dit. On peut considérer que j'étais un membre du Front des forces socialistes. Et un jour, je disais même à Aït Ahmed, après un entretien avec le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères à l'époque, pendant qu'il y avait ce qu'on appelle la tragédie, c'est-à-dire les années 90, en Algérie, je lui disais que j'ai parlé en mon nom. Il m'a dit, mais ça je sais. Je lui dis, et j'ai indiqué à mon interlocuteur, c'est-à-dire le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, que je ne suis pas membre du FFS. Il m'a dit, tu as fait alors le contraire des autres, qui même n'étant pas membres du FFS ou n'ayant pas de responsabilité particulière, se couvrent de la participation en qualité de membre au FFS. Effectivement, j'ai beaucoup travaillé avec le FFS, et notamment avec Aït Ahmed, ou particulièrement avec Aït Ahmed, mais je n'ai jamais été membre du FFS, y compris lorsque je me suis présenté aux législatives, mais c'était sous l'égide du FFS. Ceci, non pas pour signifier quoi que ce soit, mais juste pour qu'il n'y ait pas de confusion tendant à faire croire que je parle au nom du FFS ou que j'ai parlé au nom du FFS, parce que tout simplement parce que c'est pas ça, c'était pas juste. J'ai travaillé et soutenu dans bien des domaines le travail du FFS, notamment pendant la période où il était présidé par Aït Ahmed. Voilà donc une précision sur ce point-là pour qu'il n'y ait pas de confusion. Alors aujourd'hui, on parle surtout de ce livre-là, Chemin de vie. En fait, justement, pourquoi le titre Chemin de vie? Pardon? Pourquoi vous l'avez intitulé Chemin de vie? Alors, effectivement, c'est quelque chose à quoi je crois correspond ce livre. Il retrace le chemin que j'ai suivi durant la vie. Autrement dit, la première remarque d'ailleurs que m'a faite le Ashri El Arbi, directeur des éditions où je l'ai publié, les éditions Coucou, il m'a dit chemin au pluriel. Je lui dis non au singulier. Ça veut dire que je n'ai suivi qu'un chemin, qu'il y a une ligne de conduite que j'ai essayé de suivre durant ma vie, y compris lorsque j'étais enfant
en commençant par être scout musulman d'Algérie. Comme vous le savez, scout musulman d'Algérie, et surtout à l'époque, je ne me souviens pas de l'année précise, je pense que ça devait être en 48, je devais avoir donc 10 ans ou 11 ans, à partir de là, comme tout le monde dans mon village, on était nationaliste. C'était une donnée, tout le monde était nationaliste. Moi, j'ai pu faire scout musulman, mais dans mon village, j'ai enseigné aux enfants de mon âge, un peu plus jeunes ou un peu plus âgés, ce que l'on m'apprenait comme scout musulman, par exemple. Donc, et je l'ai fait parce que les jeunes du village, ceux qui étaient donc comme moi, étaient désireux de faire cela. Autrement dit, ils avaient le même engagement que moi. Et c'est pour ça que je dis, dans mon village et dans les villages aux alentours, c'était les mêmes engagements, le même mode de vie. Et j'ai commencé par cela, c'est-à-dire dans mon livre, j'ouvre mon livre avec l'école, l'appel de mon père pour aller à l'école le matin me réveiller, parce que c'était très dur, c'était à 5 km de l'école, c'est la montagne, donc il faut gravir des pentes. Et en hiver, il neige, il fait froid, souvent il pleut. Donc l'école, c'était à la fois la recherche du savoir, une sorte de privilège, parce que j'étais le seul à l'époque dans mon village à aller à l'école, parce que mon père avait un petit commerce à Michelet, aujourd'hui à Ain Hammam, et que les autres n'avaient pas cette possibilité. Et donc, l'école, c'était difficile pour y aller et poursuivre les cours. Mais en même temps, c'était un privilège, parce qu'on accède, et tout le monde le savait déjà, même quand il n'allait pas à l'école. On accède au savoir, et on a une sorte de promesse d'un avenir différent. Et à partir de là, on prend conscience qu'il faut apporter quelque chose, même si c'est très modeste, même si c'est peu, aux autres, pour que soient transformées les conditions de vie de tous les autres. Et ça, j'ai pris conscience de cela dans mon village. Autrement dit, c'est les conditions de vie du village, la proximité avec les jeunes, mais aussi avec les personnes plus âgées, au fur et à mesure que j'avançais dans les études, qui a contribué à cette formation. Par la suite, j'ai retracé donc la vie du village, comment je cueillais les figues, comment elles étaient ces figues, qu'est-ce que c'était ces figues-là, parce que c'est important chez nous, les figues. On vivait, il y avait des moments où on ne vivait que grâce à ce que nous donnait ce lieu-là, le sol de ce village de Kabylie. Autrement dit, des figues surtout, un peu d'autres choses aussi, que les femmes et les hommes du village cultivaient eux-mêmes, mais c'était surtout ça. Autrement dit, on ne pouvait pas vivre comme ça, d'après moi, dans ce milieu, dans ces conditions, sans voir que il y a un sous-développement qui fait mal, qui est incrusté dans. Autrement dit, quelque part, mon livre sur le droit international du sous-développement, ce n'était pas le fruit seulement des études, du fait que j'ai côtoyé des économistes importants qui parlaient avec science, mieux que moi, du sous-développement, non pas seulement de la Kabylie, ni seulement de l'Algérie, mais de très nombreux pays, du plus grand nombre de pays existants sur la scène mondiale. Et donc, même dans un tel livre, Droit international du sous-développement, je dois quelque chose à tous ceux qui m'ont entouré dans le village pour que l'on voit qu'est-ce que c'est, comment on vit pratiquement le sous-développement. Et après, évidemment, le reste, le fait d'aller ailleurs dans le monde, le fait de lire des textes, des analyses de spécialistes de ces choses-là, de cette situation, attire mon attention
sur l'histoire du sous-développement et sur les conditions qui doivent être réalisées pour pouvoir lutter efficacement contre le sous-développement. Dans les pays sous-développés aujourd'hui, pas seulement en Algérie, mais dans pratiquement tous les pays sous-développés, les conditions ne sont pas réunies, les conditions politiques, les conditions économiques, les conditions de politique sociale ne sont pas réunies, ne sont jamais réunies pour créer un processus, c'est-à-dire un mouvement cohérent, actif, pour réduire encore, réduire de plus en plus le sous-développement. Pour cela, il faut établir non seulement des politiques économiques qui répondent à cela, qui répondent à quoi? Qui répondent, qui tentent plutôt de mettre fin aux éléments qu'ont analysés et mis au clair les économistes les meilleurs dans le monde, c'est-à-dire mettre fin à un processus politique et économique, des politiques économiques notamment, mais également des politiques sociales, des politiques sur le changement des institutions, qui répondent aux aspirations des populations et qui engagent un processus qui met fin à la caractéristique principale des économies sous-développées, la désarticulation, c'est-à-dire le fait que les secteurs économiques ne communiquent pas les uns aux autres, mais communiquent avec l'extérieur. Et alors vous verrez les chefs d'État, Boumedienne puis tous les autres, ou dans d'autres pays, au Mali, en Tunisie, au Maroc, et ainsi de suite, vous verrez les chefs d'État s'épuiser à arbitrer entre les différents chefs de secteur, c'est-à-dire entre les différents ministères, sans jamais engager un processus cohérent de développement économique qui met fin à la désarticulation économique. Pour ce, il aurait fallu, comme j'explique dans le droit international du sous-développement, il aurait fallu non pas voir ce que peuvent faire pour nous les entreprises multinationales, mais ce que peuvent faire pour nous les différentes populations qui peuplent ces pays. Autrement dit, il est nécessaire d'avoir une vision politique, une relation politique avec la société que l'on veut engager dans des politiques de développement. Et cela, aucun pays sous-développé n'a pu le réaliser parce que, dans l'ensemble, ce sont des systèmes autoritaires ou chaotiques qui, même lorsqu'ils ne sont pas des dictatures, n'organisent pas un processus constant d'écoute des aspirations des populations. Et pour voir cela, autrement dit, pour voir compter sur ses propres forces, comme parfois on l'avait repris, notamment au cours de certaines périodes, pour pouvoir être sensible à cela, voir que les politiques économiques d'industrialisation ne suffisent pas, mais qu'il faut engager tout en même temps des politiques sociales, des politiques qui permettent la participation de représentants authentiques des populations à la définition de ces différentes politiques. Tant que l'on n'engage pas cela, eh bien, on est réduit à constater l'échec du sous-développement. Alors, je ne cite que cet exemple-là. Je ne vais pas dire comment, pour écrire tel et tel autre ouvrage que vous avez bien voulu citer, comment j'ai été inspiré. Pour cela, peut-être que ce n'est pas nécessaire d'abord, et puis peut-être qu'il faut plutôt essayer de lire cet ouvrage comme on lit ces ouvrages comme on lit d'autres, mais en plus de surcroît, ce serait vraiment trop long. J'ai longtemps hésité à faire mes mémoires. En fait, je n'ai pensé à faire mes mémoires que lorsque beaucoup de mes amis m'ont poussé à les faire, parce qu'en estimant que telle ou telle de mes confidences pouvait être utile à être connue par d'autres. Mais peu à peu, à la suite de réactions pour certains des articles, notamment dans la presse, parce que dans la presse, les quotidiens, beaucoup plus de gens lisent ce qu'on écrit, j'ai eu
un certain nombre de contacts qui m'ont incité à faire ces mémoires. C'est dans ces conditions que je l'ai fait, puis peut-être aussi avec l'âge, je dis que malgré les autres écrits, il serait bon d'expliquer ce chemin-là que j'ai suivi, et peut-être que cela peut être utile, non pas forcément tout de suite, mais avec le temps. C'est pourquoi j'ai par exemple voulu donner les noms des villages qui entourent le mien, les conditions dans lesquelles les gens dans nos villages, mais pas seulement dans nos villages, puisque il se trouve que pendant la guerre de libération, j'étais obligé de vivre à Biskra, de vivre à Alger, de vivre à Constantine, et donc j'ai pu vivre dans d'autres lieux qui, en réalité, me rappelaient la vie que je vivais en Kabylie. Autrement dit, en Algérie, quelles que soient les différences de lieux, j'ai pu voir qu'on vivait à peu près de la même façon, qu'on avait à peu près les mêmes aspirations, même si les objectifs poursuivis étaient réalisés de différentes manières. J'ai pensé que, en découvrant ceci, même si ce n'est pas écrit ainsi, en parlant devant vous, des Algériens vivant dans différents coins du pays partageront les conditions de vie des leurs ailleurs que là où ils vivent eux-mêmes. Donc ça pouvait être utile de raconter cela. Ensuite, j'ai raconté les conditions dans lesquelles on pouvait aller à l'école, tous ceux dont on était frustrés, parce qu'il ne s'agissait pas de l'histoire de nos ancêtres. À l'école, on ne me parlait pas de Jugurtha, si ce n'était mon père ou un peu mon grand-père ou d'autres, des étudiants qui venaient discuter avec mon père, auprès de qui, en écoutant alors que j'étais écolier, j'ai appris qu'est-ce que c'était la politique. C'est pourquoi j'étais peut-être politisé très vite. Les étudiants qui revenaient de vacances, alors que j'étais à l'école primaire, discutaient toujours, systématiquement, pendant les vacances, avec mon père, qui avait donc un peu une sorte d'amour de la politique et aimait parler avec ses étudiants. C'est auprès de cela que j'ai appris à faire, ou non pas à faire, mais à voir qu'est-ce que c'est la politique ou l'importance du militantisme politique pour le pays, quelles que soient les idées que l'on peut que l'on veut promouvoir. J'ai décrit donc comment on vivait à l'école, comment on était, comment on était reçu, comment mon directeur d'école m'a finalement beaucoup apporté, ou mes instituteurs, comment cela se passait dans le lycée pendant la période coloniale, et ensuite durant les études, que ce soit en Algérie ou à Grenoble, et les conditions dans lesquelles, en novembre 1961, j'étais amené à quitter l'Algérie et à retrouver de nouveau en France, étudiant à Grenoble, le FLN, par suite de relations avec d'anciens élèves au moment où j'étais maître d'internat à Constantine, en 1960 à peu près. C'est un de mes anciens élèves, donc, qui m'avait recruté de nouveau dans le FLN en France. J'ai parlé aussi dans ce livre, et je ne vais pas vous raconter, comment on vivait à la faculté, d'abord comme enseignant, ensuite comme à la direction de la faculté, les problèmes qui pouvaient se poser sur le plan politique, compte tenu de ce que l'on avait comme système politique, le fait aussi que, bien qu'on ait vécu dans un système autoritaire, j'ai souligné que tous les professeurs qui voulaient imprimer à leur cours tel enseignement, telle ou telle direction, l'ont fait parce que je peux témoigner que je n'ai jamais reçu, par exemple moi-même, une directive pour faire mon cours de telle ou telle manière.
Mais il se trouve qu'il y avait, c'est vrai, des enseignants qui avaient peur de le faire de la manière dont ils estimaient qu'ils devaient le faire, et donc qui essayaient de ménager, comme on disait, la chèvre et le chou, et de ne pas exprimer librement leur idée dans leur enseignement. Cela, évidemment, est dû à l'ambiance générale d'un système politique autoritaire. Évidemment, on ne peut pas vivre dans ces conditions-là sans que même des services de sécurité mettent une touche à la vie des universitaires, que ce soit des enseignants ou des étudiants. Et donc j'ai relaté ce que j'ai pu constater à ce sujet, et donc notamment ou spécialement lorsque j'étais moi-même impliqué dans tel ou tel événement. J'ai essayé de faire... j'ai essayé ensuite de dire quel était mon engagement dans le Hirak, en quoi il consistait. Là, je n'ai rien apporté de nouveau. En fait, j'ai dit ce que j'ai dit publiquement, non pas dans des discours. J'ai jamais à cette période-là fait des discours en Algérie publiquement, mais j'ai écrit dans la presse, dans plusieurs journaux, notamment, je pense, dans l'Ouatan, mais pas seulement. C'était l'Ouatan qui a accueilli le plus les analyses que j'ai pu faire du mouvement Hirak et qui sont connues de tous, qui étaient donc publiques. J'ai rien apporté de nouveau dans ce livre à ce sujet, mais j'ai résumé quelle était la situation et quelles étaient les qualités que j'ai cru voir dans le Hirak pour l'appuyer. C'est-à-dire le fait qu'il y avait une recherche d'union nationale. C'est un mouvement marqué par cette aspiration d'union nationale, mais du coup qui n'a pas une ligne politique déterminée de droite, de gauche, pro-islamiste ou progressiste, c'est-à-dire un engagement pour une transformation de telle nature de l'économie ou des institutions du pays, qui était donc sur les principes, basés plutôt sur les principes démocratiques. Et surtout, l'autre rapport important, c'est que tout cela se faisait, une mobilisation massive, qui se comptait par centaines de milliers chaque week-end, si on regarde l'ensemble du territoire national, une mobilisation qui touche chaque coin du territoire national, et cela est effectivement important, et surtout une mobilisation pacifique. Ce mouvement a compris que la contribution la meilleure qu'on peut faire à la réalisation des aspirations politiques des populations en Algérie, c'est d'agir pacifiquement. De toute façon, je pense que, je disais déjà à l'époque, que s'il n'y avait pas cette aspiration pacifique, cette volonté d'agir de manière pacifique, il n'y aurait jamais eu des centaines de milliers de personnes, il n'y aurait jamais eu, en plus, ces retrouvailles un peu joyeuses qui caractérisaient le Hirak avec des hommes, des femmes, des enfants qui participaient dans la rue à une sorte de joie collective. Autrement dit, si on pouvait s'inspirer de ça pour construire les institutions politiques, économiques, sociales dans le pays, construire dans la joie, dans la participation du plus grand nombre à ce type de construction, eh bien, le Hirak aurait apporté une grande contribution. Qu'est-ce qui aurait manqué justement à ce Hirak pour que les revendications, en tout cas celles pour lesquelles le peuple s'est levé en février, pour qu'elles aboutissent? Qu'est-ce qui aurait manqué justement? Je pense que poser la question comme ça, je l'ai souvent dit, c'est mal posé le problème. Le Hirak ne pouvait pas faire chuter le système politique comme croyaient certains. Certains attendaient du Hirak que lorsqu'il arrête, le système tombe. Ou bien il n'arrête pas, le système tombe. Cet objectif-là est un objectif qu'on a prêté au Hirak, mais le Hirak n'avait pas cet objectif-là.
peut-être certaines forces dans le Hirak, puisque c'était une union nationale en quelque sorte, peut-être que certains individus ou certains groupes dans le Hirak pensaient que voilà, c'est la fin d'un système politique ou de tel ou tel gouvernement à l'époque Bouteflika. Je ne pense pas personnellement que cela était réalisable par le Hirak et que cela était donc son objectif en tant qu'organisation. Il faut voir que le Hirak ne pouvait pas à la fois être unioniste, vouloir regrouper tout le monde, et en même temps avoir un programme qui fait chuter le Hirak. On demandait au Hirak, et ceux qui ont demandé cela au Hirak étaient d'abord les gouvernants, ou ceux qui étaient proches des gouvernants, on lui demandait de s'organiser. Par organisation, on pensait structure. Or, le Hirak, structurer le Hirak, était mettre fin au Hirak, parce que c'était impossible. Demander, quels sont ceux qui ont demandé? C'était les gouvernants. Donnez-nous quelqu'un avec qui parler pour qu'on puisse parler. Mais non, le problème ne se posait pas comme ça. Le problème était que le Hirak revendiquait un certain nombre de choses qui étaient appuyées par la grande majorité des populations, on le voyait. Ceux qui ont un pouvoir quelconque en Algérie devaient répondre à ces demandes. C'est ça le problème. Uniquement ça, le problème. Des revendications pacifiques sont formulées, ceux qui ont la possibilité de répondre doivent y répondre. Demander au Hirak de se structurer, c'était impossible. Pourquoi? Parce qu'il y avait des démocrates, il y avait des gens qui étaient dans le système mais qui étaient contre Bouteflika, il y avait des gens qui étaient des islamistes, de différentes obédiences eux aussi, il y avait des intellectuels, il y avait des gens qui étaient, surtout pour les droits de l'homme, sans une définition d'institution politique. Ils voulaient que les droits de l'homme soient respectés à l'égard de tous, à l'égard des islamistes, des gouvernants, de n'importe qui. C'est cela, l'universalité des droits. Donc, dans ces conditions-là, il n'est pas possible d'organiser ces gens dans une structure. Donc, alors, vous me direz pourquoi les gens qui voyaient ça ne le disaient pas. Si, on l'a dit. Par exemple, il est écrit dans un de mes articles, nous ne sommes qu'au tout début, dans le Watan, je crois en avril, donc peu de mois après le début du Hirak, nous ne sommes qu'au tout début de la lutte pour la démocratie. Autrement dit, non, c'est pas là, c'est pas maintenant, ça ne sera pas demain. Même si un gouvernement s'en va. Et de fait, le gouvernement est effectivement parti. Donc il y a eu le départ de Bouteflika. Mais pour mettre en place un système politique démocratique, il faut des mois, peut-être des années d'organisation, de lutte politique. Il faut arriver à la formation d'organisations politiques cohérentes avec des programmes capables de communiquer entre elles. Et de cela, on était très loin. Et il y avait quelques intellectuels qui ont, avec des mots mesurés, parce que sans doute, comme moi, ils ne voulaient pas critiquer le Hirak, parce que dire « Ah oui, mais c'est pas comme ça qu'on y arrivera », c'est vrai, c'est nécessairement une critique du Hirak. Or, c'est une critique qui, à mon avis, était inopérante, qui n'avait pas lieu d'être, parce que ce n'est pas cela le Hirak. Le Hirak, ce n'est pas une structure qui pouvait arriver à une chute organisée d'un système politique. Cela était véritablement possible. Et le lui demander, c'était introduire dans le mouvement des éléments qui vont contribuer à sa chute, qui vont contribuer à mettre fin à ce mouvement. Parce qu'il ne pouvait pas le faire. Pour le faire, il aurait fallu qu'il y ait des structures politiques en dehors. C'est pourquoi moi, à l'époque, j'ai écrit plusieurs fois, et j'ai répété dans ce livre, il faut que chacun qui pense comme ça ou autrement, qui contribue au Hirak ou qui est un peu en dehors, se voit comme un ruisseau qui alimente le fleuve du Hirak. Si vous voulez participer
à l'éclosion de mouvements, de structures, d'idées qui aboutissent à un processus démocratique dans le pays, eh bien, soyez un ruisseau qui alimente le fleuve du Hirak. Mais ne lui demandez pas de faire quelque chose qu'il ne peut pas faire, qu'il n'était pas de sa nature, ni même de sa capacité de faire. C'est pourquoi moi je pense qu'il n'a pas échoué, il a fait ce qu'il avait à faire. Un temps, il a apporté des choses, et notamment cette volonté d'union, cette volonté de participer à la construction politique, économique, sociale du pays, et par la voie pacifique. Donc, ça, on ne doit pas l'oublier. C'est ça qui est le plus important, à mon avis, dans la période du Hirak. Voilà donc comment je réponds à votre question. Justement, vous qui avez, pendant votre chemin de vie, justement, votre cheminement, vous avez vécu toutes les époques historiques contemporaines de l'Algérie. Au regard de votre expérience et au regard de vos analyses, qu'est-ce que vous nous conseillerez en tout cas pour le peuple, pour l'ensemble des acteurs qui peuvent apporter sa goutte pour ce ruisseau, pour qu'on puisse aller justement vers cette concrétisation? Je sais que vous l'avez bien dit, ce ne sera pas aujourd'hui, ce ne sera peut-être pas demain, mais plus tard. Mais comment on peut déjà mettre les fondations de ce cheminement? Au regard de votre expertise, évidemment. Premièrement, personne ne peut répondre à cette question. C'est vous qui devez répondre à cette question. Je ne peux pas, parce que chacun a un peu son idée. Ce que je peux vous dire à vous, si je vous connais bien, je sais ce que vous pouvez faire, etc., c'est peut-être quelques suggestions. Mais il faut bien connaître quelqu'un pour lui dire, à titre individuel, qu'est-ce qu'il peut faire. D'abord, il faut voir qu'est-ce que vous pensez, vous, de la situation. Est-ce que vous êtes pour que les droits de l'homme soient applicables à tous, ou bien est-ce que vous estimez que parce que celui-là, il est islamiste, il faut le tuer s'il fait quelque chose, ou celui-là, il est pour les droits de l'homme, il faut le tabasser parce que les droits de l'homme, c'est rien. Donc, il faut connaître. Donc, il n'y a pas de réponse à cette question. Dire aux gens, collectivement, qu'est-ce que vous allez faire? Chacun fait, en fonction des conditions dans lesquelles il est, ce qu'il peut faire, compte tenu de ses propres engagements et de ses propres convictions. Qu'est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il est démocrate? Est-ce qu'il est plutôt droit de l'homme seulement? Ou droit de l'homme, mais prenons conscience qu'il faut aussi lier cela à l'action politique, etc. Donc je pense qu'il n'y a pas de réponse à cela. Ceci dit, peut-être qu'il y en a sur le terrain qui travaillent déjà. Et alors le problème, c'est de les rechercher. Et les rechercher, on ne peut le faire que si on est dans les conditions, dans le coin, dans la ville, dans le village, où se trouvent ceux qui agissent dans la direction que vous recherchez vous-même. C'est ça le problème. L'occasion est à l'assistance de participer et d'enrichir ce débat. Et bien sûr. D'être là parmi vous, et je suis venu tout exprès pour voir monsieur qui est un grand monsieur et qui milite depuis des années pour une cause que nous voulons tous faire aboutir. Et comme tout le monde, je me pose la question, quel est ce problème et comment le résoudre, à savoir la démocratie et les droits de l'homme. Et il me paraît qu'il y a quelque chose de très important à laquelle on n'est pas encore parvenu, c'est la maturité. La maturité pour le citoyen ordinaire, mais aussi cette maturité, elle fait défaut à des gens qui sont éminemment intelligents et qui devraient le comprendre, mais qui malheureusement n'œuvrent pas dans ce sens. La première des choses, c'est qu'on doit tous être conscients qu'il faut unir nos efforts, nous unir. Et sur la base de quoi on peut toujours trouver un consensus. Le consensus, il n'est pas impossible à trouver. Encore faut-il qu'on veuille tous aboutir à ce consensus et militer pour ce consensus.
Moi, j'estime qu'on peut y arriver, que ce n'est pas une fatalité, à charge pour nous d'évoluer et d'arriver à maturité pour réaliser notre vœu. Voilà. Pour les gens ordinaires, le simple citoyen, c'est pas pour critiquer ou dire quoi que ce soit, mais tous n'ont pas la faculté de comprendre réellement ou de saisir toutes les subtilités de la situation, toutes les subtilités du système, et de la meilleure des façons de l'affronter. Voilà ce que je voulais dire. De la présence de Majid Benchir, qui est quand même une figure de militantisme algérien. Néanmoins, je reste un peu circonspect concernant, c'est-à-dire votre développement concernant l'organisation. L'organisation, comme vous avez dit, c'est vrai qu'il fallait laisser le Hirak sans organisation. Je crois qu'on était resté otage quand même de cette idée. Organisation signifie structuration, signifie représentation. Alors que moi, par exemple, j'étais un simple militant dans le Hirak, j'appelais à l'organisation, dans le sens où il fallait déjà protéger les organisations au sens classique du terme, c'est-à-dire partis politiques et syndicats et tout, et puis faire preuve d'imagination et d'aller penser de nouvelles structures qui sont inédites, qui sont révolutionnaires, qui ne rentrent pas dans le cadre des organisations classiques, mais quand même qui pourraient éventuellement apporter quelque chose à la société, notamment en termes de maturation et de maturité politique. Donc, parce que là, dans votre développement, vous disiez qu'il fallait, c'est-à-dire qu'il fallait que le Hirak soit cosmopolite et soit hétérogène. Et il fallait qu'il reste dans les revendications hebdomadaires, si j'ai bien compris. Mais entre les deux vendredis, il ne devait pas se passer quelque chose, c'est-à-dire en termes organisés. Et c'est-à-dire c'est aux décideurs, aux responsables qui détenaient les clés, d'y répondre. Mais ça me paraît un peu paradoxal. C'est-à-dire qu'on est dans un système qui est dictatorial, un système illégitime, irresponsable, donc il ne voit pas le message ou le pacifisme d'un peuple ou les revendications d'un peuple d'un œil ou il n'écoute pas d'une oreille responsable où il doit se dire que ça c'est un appel d'un peuple, je dois y répondre. C'est un système illégitime. Donc le pacifisme d'un peuple et les revendications d'un peuple, et il ne les voyait pas comme un message politique, mais il les voyait comme une faiblesse. Donc il fallait, pour lui, le pacifisme d'un peuple, c'était un atout de guerre. Donc c'était quelque chose sur lequel il fallait surfer pour mater la révolution ou le soulèvement d'un peuple. Je pense que l'organisation, on aurait été mieux efficient et efficace si on était organisé, pas dans la perspective de représenter. C'est vrai que les expériences précédentes nous ont appris que à chaque fois qu'il y a organisation, il y a, c'est-à-dire, si vous voulez, récupération des mouvements. Donc ça, c'est connu dans l'histoire de politique algérienne. Mais on aurait pu penser à une organisation dans le sens c'est-à-dire créer de nouvelles organisations, y aller dans la maturation et apporter de la maturité politique dans le combat algérien. Parce que ce qui manquait au Hirak, justement, c'est la politisation. Donc on était... Augmente un petit peu. Donc on était justement dans la folklorisation, si je puis dire, et on n'a pas été jusqu'au politisé, apporter quelque chose de solide, quelque chose de crédible, que ce soit à l'intérieur, aux populations, que ce soit à l'extérieur, c'est-à-dire aux puissances étrangères, pour lesquelles donc on n'était pas crédible parce qu'il n'y avait pas d'organisation. Donc qu'on n'était pas vraiment mature, si je puis dire. Donc on aurait pu être plus crédible si on avait apporté de la maturité politique, parce qu'avec la maturité politique, qu'on peut aller chercher des compromis dans toutes les composantes politiques algériennes, y compris les idéologies qui sont adversaires. Mais malheureusement, on n'a pas été jusque-là, et c'est pour ça qu'on paie le résultat aujourd'hui.
conférencier Guy, qui nous a apporté quand même pas mal d'informations. Sinon aussi, les postes internationaux qui a pu quand même nous réunir de Guy. Ma première question, je ne vais pas être long, M. Benchir. 61 ans depuis la création du FFS. Malheureusement, ils arrivent en 63. Un mouvement insurrectionnel régional. Le pouvoir est une connotation régionale par le biais du charisme, de la révolution. Le Messaïd Ahmed qui avait des qualités de nationaliste la première heure. Zran, il est nationaliste. D'ailleurs, j'ai remarqué une chose, il y a la démocratie, mais néanmoins, il ne peut pas y avoir comment je vais dire, de multipartisme, de multiculturalisme, de liberté de la presse sans démocratie. Il ne faut pas qu'on le perde de vue. Ma première question, la naissance du mouvement Larouche, et on l'a payé très très cher, un lourd tribut, dont les conséquences, elles sont désastreuses. Le FFS et le RCD, ce sont les deux partis régionaux. C'est une grande responsabilité. Achoura, ils ont su canaliser la population. Ils ont su canaliser. C'est pas un maquette la gabji, le désordre qui va régner. Une saudana à 138 morts, voire plus, et des centaines de blessés. Donc, Einstein, je dirais, il n'a pas su faire son travail. Comme d'autres forces politiques en Kabylie. À chaque fois, il est leader politique. Un leader politique, imaginez, il a le charisme. Il a, comment je vais dire, la probité morale et intellectuelle. J'aimerais dire en deux mots, un leader politique, Hussein Ahmed, malheureusement, c'est une pierre philosophale qui est rare tout là. Et bien, les leaders politiques tout là, ils n'ont pas su avoir un stegin. Ils sont un bain de le mental, un bain de le cœur. Ils ont jamais fait un donc, les leaders politiques, on n'a pas su préparer la relève. La relève est maintenant, comme la Roche dit, les villages autrefois, à mon humble avis, la relève, c'est à nous de la préparer. Einstein, c'est-à-dire même au sein de communauté de Sénine de Français. Sur le figure, je ne jette la pierre pour personne. Tous les cas, sur le figure, moi qui étais vraiment chaud et malin, un militant déterminé d'Il-Hirak, j'ai failli éclater mon foyer. Pendant 3 ans. À la fin, sur le je risque de choquer certains. Le Hirak, après 4 ans, 5 ans, c'est une coquille vide. Je m'explique. Il est dépourvu de leader. Un leader, il faut qu'il mouille la chemise. Il est dépourvu d'une plateforme. Il est pourvu d'un programme. C'était je l'ai lu dans le Watan. 10 millions. À des millions en 1979, le régime iranien, le Shah d'Iran, il a plié bagage. Donc, Einstein, pour moi, le Hirak, il a réussi une chose, une seule chose. Il y en a, a posteriori, il y a quand même une manipulation, le pouvoir qui était derrière. A posteriori, il a réussi une chose, c'est d'éviter Ibn Bouteflika le 5e mandat. Hormis Einstein, je ne vois pas parce que كاش حدا بريد تعرض قرغسن ومكسكوزي ديتر ايام دو كوالون قرغسن اي مثلا il faut quand même نخدم البيلون اننا كسي لا ستركتور اوريزونتال اتسن لا ستركتور اوريزونتال واحد السيك يحبس سون مانيبيولاسيون سون ريان دو تو tel mérite. Que j'ai vu personnellement, bon, c'est
la lecture d'un parcours forcément singulier, mais j'ai beaucoup aimé dans la présentation de Majid, c'est des bribes comme ça, où chacun peut se reconnaître. J'ai lu des bribes de mémoire, ou même dans mes souvenirs de jeunes qu'on accueillait chez nous, des maquisards. Hein. Il y a beaucoup de choses qui sont singulières pour chacun, mais on sent qu'il y avait effectivement quelque chose de commun. Mais il y a une chose qui m'intéresse pour des raisons multiples que je peux expliquer, c'est l'histoire du paternel. Pardonnez, Majid, c'est l'ambiance où tu glisses comme ça sa filiation, début de filiation par rapport à l'UDMA. Moi, je serais très curieux, à titre personnel, hein, est-ce que ça indique quelque chose? Moi, pour la première fois, j'ai lu de choses qui disaient cette filiation, comme ça, mais c'était des citadins, c'était des gens qui... Et là, c'est passionnant, c'est-à-dire que comment c'est aussi quelque chose qui montrait la politisation diverse, multiple, et pas seulement dans la ville, mais aussi partout. Ça aussi, c'est un point commun. Moi, je serais très curieux, pour revenir à ton livre sur cette question-là. Merci. Bien écouté sur le chemin de vie, quand tu as démarré sur le village, parler sur le village. Je suis vraiment très ému en t'écoutant la musique qu'on danse et la misère qui a poussé les gens à se révolter. Je voulais savoir, est-ce que la vie de village maintenant, est-ce que ça peut produire des personnalités ou des gens qui peuvent nous amener à continuer à passer à l'autre étape qui est la démocratisation de l'Algérie? Merci. Je vous rappelle juste que les livres... C'est compliqué pour l'organisation d'un parti. Tout ce que je peux dire, c'est que depuis très longtemps, notamment depuis la mort d'Ahmed, je n'ai pas de contact avec le FFS. Donc je suis encore moins habilité à dire ce qu'il convient de faire ou ce que je pense publiquement du FFS. Merci. Il y a une intervention. J'ai pas eu la chance de lire le livre, mais tout de même, il m'a été dédicacé aujourd'hui par Sid Majid. Mais j'ai suivi tout de même l'émission sur Berbère TV. D'abord, je tiens à dire quelque chose, que Sid Majid Ben Cheikh a toujours été un repère pour nous. C'est pas un homme d'ambition, quelqu'un un militant d'appareil, mais il a tout le temps été un électron libre, mais surtout désintéressé. C'est ce qui fait que c'est l'image que Majid Ben Cheikh dégage, et c'est pour ça que nous le respectons et nous croyons à ses analyses. Alors, quelque chose qui m'a étonné lors de l'émission sur Berbère TV, Sid Majid a dit que Khaled Nezzar n'a pas sollicité, probablement Aït Ahmed n'a pas été sollicité pour prendre la présidence du Conseil d'État ou pour prendre la présidence de l'Algérie après la démission ou le limogeage de Chebli Bejdid. Je tiens à signaler quelque chose. En 2013, à un certain moment, Choroq est tiré pratiquement entre 800 000 et 1 500 000 exemplaires. J'ai fait une contribution qui a duré 3 jours, une contribution de 12 000 mots, dont j'ai dit que Khaled Nezzar a sollicité Aït Ahmed pour prendre la tête du Conseil d'État, le comité d'État, l'avocat Ali Haroun, merci. Ali Haroun lui-même a reconnu qu'il a sollicité Aït Ahmed pour la présidence du Conseil. Et Sid Majid a dit que non, Aït Ahmed n'a pas été sollicité, bien que Khaled Nezzar, qui est un menteur reconnu, en 2013
j'ai dit que Aït Hamed a été sollicité pour prendre la présidence de la République. Il n'y a jamais eu de démenti, ni de la part de Khaled Nzar, ni de la part des autorités du moment. Donc je souhaite comprendre un petit peu, c'est le Majid qui était dans la confidence, parce que qui était dans le cercle proche du FFS et de Hussein Aït Hamed. Est-ce que réellement Aït Hamed il a été approché, sollicité pour prendre la présidence de l'État après le message de Chadli Ben Jdid ou pas? Je vous remercie. Je milite pour les droits de l'homme, mais je ne vois pas comment je vais être utile dans cette réunion. Il m'a dit, à mon avis, tu seras utile, tu ne perds rien à venir, tu diras ce que tu veux. Je ne sais pas à moi de te dire ce que tu dois dire. Bon, comme je voyais qu'il voulait que je parte avec lui et ses autres cadres, je suis parti. Au cours de cette réunion, voilà ce que je dis, au cours de cette réunion, à aucun moment il n'a été question de présider quoi que ce soit. De remplacer Chadli, il n'a pas été question de ça. Donc, je témoigne que cette réunion-là, il ne lui a pas demandé cela. Dans tout ce que j'ai relaté au cours des choses auxquelles j'ai assisté, j'ai dit ce que j'ai vu, c'est-à-dire ce qui s'est passé, ce que j'ai vu moi. Peut-être, Aït Hamed ne me dit pas tout, il n'était pas là pour me dire tout. Il était un homme politique d'envergure nationale. Moi, il avait des contacts que parfois je n'apprenais que par la bande et dont je n'étais d'ailleurs même pas sûr qu'ils aient eu lieu. Quand il m'en a parlé, lui, je ne peux pas moi écrire que tel contact a eu lieu, que c'est dit cela et cela. Moi, je relate ce que j'ai vécu, moi. Et donc, je dis que, au cours de cette réunion, ça n'a pas demandé, je ne sais pas d'ailleurs si je l'ai écrit dans le livre, mais si on me demande dans une émission de télévision où on m'a invité, est-ce que vous savez, je dis, bon voilà ce que j'ai cité, là non, il n'a pas été question de cela. Je peux ajouter autre chose, je ne sais pas si je l'ai écrit ou pas. Aït Hamed n'est jamais venu me voir, tiens, aujourd'hui ou hier, tel est venu me proposer d'être président de la République ou président de ceci ou de cela. Il ne m'a jamais dit ça. Mais Aït Hamed, je n'ai jamais considéré qu'Aït Hamed me disait tout ce qu'il faisait. Donc je ne peux pas témoigner de ce qui a pu être proposé, à Aït Hamed dans ce domaine. Voilà. Donc il ne faut pas dire. Ben Cheikh dit, on n'a pas proposé à Aït Hamed. Peut-être qu'on lui a proposé. Lui-même, lorsqu'il a répondu, il n'a pas dit on m'a proposé. Il a dit comment je peux accepter des propositions pendant qu'on tue, voilà ce qu'il a dit, publiquement, j'ai entendu. Donc, voilà. Mais il n'a pas dit on m'a fait la proposition de telle ou telle chose. Peut-être qu'on lui a faite. Il a dit comment ça se fait qu'il a refusé d'accepter. Voilà, donc, la question c'était ça, comment se fait-il que vous avez refusé d'accepter tel truc? Et il a dit comment je peux accepter des comment choses je peux avaliser. Je peux avaliser un système, etc. Bon, peut-être que ça veut dire on m'a proposé effectivement et je ne peux pas. Peut-être qu'on lui a proposé autre chose et qu'il ne peut pas. Moi, en tout cas, ce à quoi la réunion où j'ai assisté, c'est la seule. Il n'était pas question de ça du tout. C'était autre chose. C'est ce que j'ai Voilà. Merci beaucoup. Et peut-être un peu, pas dans l'air de ce qu'on est en train de discuter, mais de discuter d'un épisode dont parle Majid dans l'institution scolaire qu'il a fréquentée. Nous vivons en France. Et donc par conséquent, en France, on sait ce que pensent les Français des Algériens. Et à rebours de ce qui a été fait en 2005 avec la loi française de 2005 sur les bienfaits de la colonisation. Certains d'entre vous peut-être s'en rappellent, d'autres ne la connaissent pas, il faudrait qu'ils la connaissent. Tu relates un élément important, celui de la relation que tu as pu avoir avec ton instituteur. Tu en parles avec beaucoup de bienveillance et lui aussi était bienveillant.
Et donc c'est ce rapport-là, durant une période coloniale, dont, je ne sais pas si c'est le livre d'Aïd Ahmed ou de Farhat Abbas, qui parle de la nuit coloniale, et donc d'une période très sombre. D'ailleurs, la scolarisation des Algériens était limitée. Tu en parles très bien, tu disais que pas mal de tes copains n'accédaient pas à l'école, donc on ne peut pas dire que la scolarisation était... Mais c'est ce rapport-là que moi, étant d'une autre génération que toi, mais j'ai connu aussi l'école coloniale, j'ai pu avoir aussi, moi aussi, avec mes instituteurs, ce rapport avec des Français qui étaient pendant la colonisation, avec lesquels on a pu avoir des rapports, et qui fait que la colonisation de l'Algérie est quelque chose de beaucoup plus complexe que ce qu'on donne à voir aujourd'hui. C'est de ça que je voulais te demander un peu ton point de vue par rapport à ça. Parce qu'on a tendance à voir, effectivement, dans le système colonial, mais dans le système colonial, il y avait aussi cette dimension de l'humanité, et je voudrais bien qu'on... Nous, avec un peu plus de recul, parce qu'on peut le faire, à vrai dire, nous, on n'a pas grand-chose à perdre, on peut parler de ça. Et je pense qu'on doit parler de ça. Voilà, merci. Merci. Est-ce qu'il y a une autre intervention là? Effectivement, j'ai gardé un excellent souvenir de deux instituteurs. Il y a eu d'autres, mais ces deux-là ont beaucoup contribué à m'éveiller, en quelque sorte. Hachimi Oussiddiq, qui était celui qui m'a poussé à travailler, qui me bousculait, qui lorsque je bavardais en classe, venait vers moi, et c'est tout juste s'il ne me frappait pas, mais il ne me frappait pas, mais il disait que c'est pas comme ça que je vais arriver, et que je vais devenir le dernier de la classe, que ce serait la honte du village, etc. Donc il me bousculait, et il est celui qui m'a véritablement poussé à travailler. Ensuite, il y a eu pendant 2 ans, j'étais son élève pendant 2 ans, du directeur d'école qui est un Savoyard, il s'appelle Édouard Thomé, et qui n'était pas pour moi un Français comme les autres, c'était un Français un peu spécial, comme si c'était le bon Dieu qui nous l'avait envoyé. D'abord parce qu'il parlait avec les gens, dans la rue, en se promenant. Des fois, quand quelqu'un lui dit bonjour en passant, il va vers lui, il lui dit où tu vas, il lui parle. Pas juste il lui répond bonjour, mais il veut un dialogue. Donc il était un peu spécial. Il était tellement spécial qu'il lisait Alger républicain. Et Alger républicain, à l'époque, c'était mon père, qui était dépositaire d'Alger républicain. Donc, vous voyez, il y avait... c'était pas tous les Français qui lisaient Alger républicain. Donc, c'était quelqu'un qui était... que dans le village, je ne sais plus qui c'est qui me disait, peut-être mon père, mais peut-être quelqu'un d'autre, qui me disait qu'il était plutôt socialiste. C'est un Savoyard qui n'est pas colonialiste. Quand il arrivait à Michelet, il arrivait avec ses skis. Il n'y avait pas de piste de ski, mais il allait dans des endroits où il pouvait, au milieu pas loin de villageois ou de villages, faire un peu de ski. C'était vraiment quelqu'un de spécial et qui était à la fois sévère et au contact avec nous. Ce qui fait qu'il était entouré d'une espèce de respect craintif, quoi. C'est-à-dire, à la fois on le respectait, mais on le craignait. Et donc on travaillait pour ne pas être l'objet de ses remarques ou de ses réflexions. Je dis que c'est la première fois que je visitais une maison d'un Français dans ma vie. C'était chez lui. Parce que je lui ai ramené Alger républicain et parfois il me faisait rentrer. Il me dit de m'asseoir pendant qu'il est occupé ailleurs avant de venir prendre le journal. Parfois je le trouvais avec l'autre instituteur, Oussiddiq. Donc, c'est-à-dire c'était l'occasion pour lui de plaisanter avec moi. Donc il y avait ce contact-là, à la fois loin et proche.
C'était quelqu'un qui se promenait sur la route, même après Guelma, après le massacre de Guelma. C'était très difficile pour les Français qui étaient isolés dans des coins de montagne, avaient peur. Et donc, lui, c'était comme s'il n'avait pas peur. Il se sentait protégé par la population. Sinon, il n'y avait pas de contact avec les Français pendant cette période d'école primaire. Les Français avaient un magasin où ils faisaient leur marché, mais on ne les voyait pas le mardi, jour du marché. À El Hammam, on ne voyait pas de Français. Donc il n'y avait pas de contact entre les Français. Les fonctionnaires qu'il y avait, la majorité, pas tous, mais la majorité étaient des Français qui n'avaient pas de contact avec le commun de la population. Peut-être avec tel ou tel commerçant, je suppose. Au lycée, c'était différent. Les contacts avec les Français étaient différents. Les Français, c'était les élèves. Dans mon lycée, ils étaient majoritaires. Il y avait des contacts superficiels. On ne se faisait pas la guerre, il n'y avait pas de bagarre physique. Mais on parlait pas politique. Surtout après 54, c'est-à-dire pour moi après la troisième, je crois, du collège ou lycée, on ne parlait pas politique. Le feu était dans le pays, mais on essayait de faire en sorte que ce soit quelque chose qu'on ne vit pas. On était interne dans le lycée, donc on est censé ne pas avoir de nouvelles, alors qu'on en avait, puisqu'il y avait des élèves qui sortaient et qui nous ramenaient des nouvelles, parfois même en cachette des journaux. Les contacts avec les professeurs, c'est un peu comme à l'école primaire, mais en plus large. Il y avait des professeurs qui étaient bienveillants, qui nous aidaient. Je me souviens du professeur de français qui disait que je pouvais devenir plus fort que ça, qu'il fallait que je continue à travailler, etc. Et puis, par la suite, voyant que j'ai fait l'effort, il m'a même cité en exemple. Et donc, du coup, ça encourage encore plus et ça donne encore plus de responsabilités pour travailler. Les dirigeants du lycée étaient généralement des Français avec lesquels on n'avait que des rapports d'autorité et non pas des contacts politiques ou humains, etc. Sauf une fois à Maison Carrée, mais là j'étais déjà grand, c'était après la grève des études, j'ai compté comment un Français, je crois en voyant son nom que ça devait être un juif français, en tout cas qui était là, ou peut-être pied noir, je ne sais pas, ou né en Algérie, je ne connais pas son passé, m'a vraiment en quelque sorte rendu un service qui a empêché mon arrestation, puisque les gendarmes sont venus au lycée pour m'arrêter pour insoumission. Moi je croyais que c'était une chose qui était oubliée, en fait rien n'était oublié. Ils sont venus au lycée pour m'emmener et le proviseur a réussi à s'opposer à cette décision et a demandé un délai au cours duquel il m'a il m'a obtenu un sursis pour continuer mes études. Donc voilà un Français qui m'a rendu un service extraordinaire parce que au lieu d'aller directement dans une caserne ou en prison, je ne sais pas, il m'a permis de réussir au bac et de continuer mes études. Voilà.